Je voulais te poser une question sur la situation de l'invasion terrestre, car il semble qu'Israël puisse continuer à bombarder de façon répétée. Mais d'après des rapports récents, Israël n'a pas réussi à progresser au-delà de 2 kilomètres dans le sud du Liban. Cela fait maintenant plusieurs jours, plus de 2 semaines même, qu'il prépare et tente cette invasion, et tu as récemment publié un article pour Consortium News sur la chute d'Israël. J'aimerais que tu développes ta thèse de cet article dans le contexte de ce qui ressemble à une invasion terrestre chaotique et infructueuse. Et comment cet échec se rapporte à la situation globale d'Israël pour son avenir. Israël est très confiant dans sa capacité à frapper l'Iran et à le surprendre, mais cette invasion terrestre ne se déroule pas comme prévu. Je serais curieux d'entendre ton avis sur cette contradiction, surtout en lien avec ce que tu as récemment écrit dans Consortium News. Eh bien, tu sais, je fais partie de ceux qui ont toujours dit qu'Israël n'aurait jamais dû intervenir de manière significative à Gaza, car cela ne se terminerait jamais bien pour eux. Malheureusement, l'histoire s'est avérée juste à ce sujet. Nous sommes maintenant à plus d'1 an, et Gaza n'est pas vaincu. J'ai déjà souligné que le Hamas se réémerge dans le nord de Gaza. Israël avait construit un corridor au milieu de Gaza pour diviser le territoire, avec pour objectif de pacifier totalement le nord, d'où provenaient principalement les attaques à la roquette qui menaçaient Ashkelon et d'autres endroits. Le Hamas est de retour, tirant des roquettes. Israël ne pourra jamais les vaincre. Ils ne comprennent tout simplement pas ce que le Hamas a accompli ici. J'ai également dit que je ne pensais pas qu'Israël allait entrer au Liban de manière significative, car le résultat est inévitable. Israël ne gagnera pas. L'armée israélienne a annoncé qu'elle avait déployé 20 000 soldats, ce qui est un nombre significatif, mais ce sont principalement des troupes opérant dans la zone immédiate de la frontière. Comme tu l'as mentionné, la pénétration la plus profonde est de moins de 2 kilomètres. Alors qu'ils essaient de s'enfoncer plus profondément, ils se font attaquer, tombent dans des embuscades et se heurtent aux défenses du Hezbollah. C'est une guerre pour laquelle Israël n'était pas préparé. Si l'on avait évité d'autres diversions avec une armée fraîche, cela aurait pu être différent. Mais maintenant, ils amènent une armée qui a été usée par plus d'1 an de combat, épuisée physiquement. Et la logistique est défaillante parce qu'il manque de pièces de rechange nécessaires pour soutenir cet effort. Ils s'appuient sur de nombreuses frappes aériennes et tout cela. Ils ont quelques astuces, comme l'assassinat de dirigeants et la destruction de bâtiments, qui causent des disruptions momentanées. Mais comme l'ont dit à la fois le Hezbollah et l'Iran, peu importe ce qu'Israël a accompli avec ses tactiques, et je les appelle des tactiques, parce que je tiens à souligner que les équipes ne gagnent pas des championnats avec des astuces. On gagne des championnats avec des fondamentaux, et le fondement de la guerre est qu'Israël ne prévaudra pas dans le sud du Liban. Le Hezbollah a eu 18 ans pour se préparer à cela. Rien de ce qu'Israël fait ne prend le Hezbollah par surprise. Le Hezbollah connaît les systèmes d'armement qu'Israël possède. Ils savent quels effets ils ont, ils se sont préparés à cela, et ils vont attirer Israël et les tuer. N'oublions pas les tunnels que le Hamas a creusés. Le Hezbollah a des tunnels similaires. Ces tunnels seront utilisés quand le moment sera venu pour amener les Israéliens suffisamment profondément, les isoler, les tuer, et tu découvriras qu'il existe beaucoup plus de tunnels qui s'étendent plus profondément à l'intérieur d'Israël que ce qu'Israël sait. Israël a trouvé quelques-uns d'entre eux et les a détruits, mais il y en a toujours plus, car ils ont eu 18 ans pour se préparer. Tu ne penses pas qu'en 18 ans, ils se sont contentés de creuser 3 tunnels qui traversent la frontière? Non, ils ont creusé des tunnels qui vont beaucoup plus loin. Il suffit de regarder l'ampleur de certains tunnels découverts à Gaza, où un d'entre eux était si grand qu'on pouvait y faire passer un tank jusqu'à la frontière. J'imagine que le Hezbollah a des tunnels de cette taille un peu partout. Mais la guerre terrestre ne va pas bien se passer pour Israël ici. Ils ont une guerre aérienne, mais ce qu'ils font dans cette guerre aérienne est une répétition de Gaza.
C'est une punition collective, et cela ne fera qu'éloigner Israël de la communauté internationale. Et voici le point clé. Israël est en train de vivre une situation similaire à celle des États-Unis au Vietnam. Si l'on étudie la guerre du Vietnam, nous avons remporté presque tous les engagements tactiques. Bien sûr, il y a eu quelques fois où des pelotons ont été submergés, mais de manière générale, lorsque les Marines sortaient et combattaient le NVA, nous gagnions. Nous les tuions, mais ensuite nous devions nous retirer de la colline que nous venions de capturer. Et le NVA revenait, et nous devions nous battre à nouveau pour cette colline. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Israël. Ils entrent, prennent un morceau de terrain, pensent l'avoir, mais ils n'en ont pas le contrôle, car ils ne savent pas ce qui se passe en dessous. Ils se retirent, le Hamas revient, et ils doivent revenir se battre pour le même terrain encore et encore. C'est la 4e ou 5e fois qu'Israël abandonne ce territoire, et il paie chaque fois un prix en sang et en équipement, et cela va également se produire au Liban. Clausewitz a dit que la guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Cela résume bien une phrase plus longue, mais ce que cela signifie, c'est que si nous essayons d'évaluer un conflit uniquement à partir d'engagements militaires, nous manquons la vue d'ensemble. Ce conflit, Israël a défini certains objectifs, par exemple avec le Hamas. Israël affirme que l'objectif est la destruction physique du Hamas en tant que force de résistance. Ce qui signifie qu'Israël veut s'assurer que le Hamas ne pourra plus jamais lancer d'attaques comme celle du 7 octobre. La destruction du Hamas en tant que force politique signifie qu'il ne jouera aucun rôle dans le gouvernement de l'entité palestinienne qui existera à l'issue de ce conflit. Israël a échoué sur les deux fronts. Le Hamas est toujours là, son leader n'a pas été tué. Et les combattants de la résistance continuent non seulement leur lutte, mais ils ont récupéré de nombreuses pertes. L'un des aspects des bombardements des populations civiles, surtout dans un conflit de type guérilla, est que pour chaque terroriste tué, on finit par tuer un grand nombre de civils innocents, ce qui signifie que l'on crée de nouveaux terroristes, de nouveaux combattants de la résistance. Le Hamas prétend avoir recruté 3000 personnes durant cette période. Et qu'en est-il de l'entraînement ? Les combattants de la résistance à Gaza sont souvent appelés des enfants des camps. Ce sont tous des enfants des camps. Chaque combattant qu'il a est un enfant de camp, ce qui signifie qu'ils sont nés et élevés à Gaza. Ils connaissent Gaza comme le fond de leur poche. C'est la clé. Ils connaissent Gaza comme le fond de leur poche, alors qu'Israël arrive sur un territoire qui leur est étranger et ils ne gagneront jamais. C'est la même chose dans le sud du Liban. Le Hezbollah a passé 18 ans à se préparer à cela. Ils ont parcouru chaque centimètre de ce terrain. Ils ont tout préalablement désigné. Ils ont leurs embuscades en place et Israël va entrer dans un piège après l'autre. Cela va durer indéfiniment. Israël a déclaré que son objectif, maintenant avec le Hezbollah, est de l'éliminer en tant qu'entité politique et militaire. Ils ont changé cela, car leur objectif initial était simplement de le repousser derrière le fleuve Litanie. Ils ne pourront pas physiquement faire cela, mais maintenant ils disent qu'ils veulent les éliminer. Eh bien, ils ne vont pas y arriver. Israël se fixe des objectifs inaccessibles. Ce qui arrive à Israël en se fixant ces objectifs inaccessibles, c'est qu'Israël se détruit lui-même. C'est pourquoi l'article parle de la fin d'Israël. Économiquement, Israël est dans une situation désastreuse. Au mois de septembre 2023, Joe Biden était à New Delhi, en Inde, où il a annoncé une nouvelle initiative appelée le Corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. C'est un grand plan conçu pour contrer l'initiative des routes de la soie chinoise et pour servir de contrepoids à la route du canal de Suez et au réseau ferroviaire de la Russie reliant Saint-Pétersbourg au golfe Persique. La clé de cela était Israël. Israël est le cœur de ce projet, car il va d'Inde aux Émirats arabes unis, puis à travers des lignes ferroviaires reliant l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël jusqu'à Haïfa, puis de Haïfa par conteneur vers un port en Grèce. Ce même jour, Benjamin Netanyahou
a publié un communiqué de presse dans lequel il affirmait que c'était la chose la plus importante qui soit jamais arrivée à Israël. Il a déclaré que cela changerait le visage du Moyen-Orient et d'Israël pour toujours. Il a dit que cela donnerait à Israël le plus grand potentiel économique de la région, faisant d'Israël le cœur battant de la région, une économie régionale réformée et revitalisée. Il était très heureux à ce sujet, car c'est ce qu'Israël a toujours attendu, la chance de devenir une nation mature, en paix avec ses voisins, dominant économiquement ses voisins, étant invité à la table, ayant sa voix écoutée et respectée par les Arabes. C'était le grand Israël dont Netanyahou avait toujours rêvé. Après le 7 octobre, cette initiative est morte dans l'œuf. Je vais te dire pourquoi. Un aspect clé de cette initiative était qu'Israël devait normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite. Ils étaient sur le point de le faire, littéralement très proches de cette normalisation dans le cadre des accords d'Abraham. L'Arabie saoudite a maintenant déclaré que, bien qu'elle n'ait pas fermé la porte à la normalisation, elle ne normalisera pas ses relations avec Israël tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Israël a déclaré sous Netanyahou que cela n'arrivera jamais. Donc, si Israël dit que cela n'arrivera jamais, les relations ne seront jamais normalisées, ce qui signifie que le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe ne se réalisera jamais. La plus grande chose qui soit jamais arrivée à Israël ne se produira pas. Et ce n'est que le début des mauvaises nouvelles économiques, car Israël n'aura jamais la chance de devenir cette puissance qu'il voulait devenir. Au lieu de cela, la réalité s'installe. L'année dernière, Israël a subi un coût économique de 67 milliards de dollars. Cela n'inclut pas le coût de la guerre, c'est simplement la perte de tourisme, le chômage, la perte d'emploi, le manque d'investissement. Personne n'investit en Israël en ce moment, car c'est un endroit horrible où investir. Israël est devenu un lieu où beaucoup de gens ne veulent pas vivre. C'est la réalité. Israël n'est plus un État-nation viable. Ils maintiennent les choses par la force militaire et l'intimidation, mais à un moment donné, Israël doit trouver un moyen de devenir économiquement viable. C'est impossible. Le Hezbollah a mis en place un blocus économique efficace du deuxième plus grand port d'Israël, le port d'Ashdod au sud. Aucun navire n'y accoste, aucune activité économique. Haïfa est maintenant sous attaque, c'est le port le plus important, et cela va paralyser Israël. Le monde va cesser de faire des affaires avec Israël, car il est reconnu internationalement comme un État d'apartheid qui commet un génocide et viole le droit international. Peu à peu, Israël va devenir une entité isolée. Personne ne voudra faire des affaires avec elle. Les gens vont fuir, et encore une fois, lorsque les démographies chutent à un certain point, l'État israélien cessera d'exister. C'est la réalité de perdre ce conflit. Israël est en train de perdre non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Ce n'est pas le Hamas et le Hezbollah qui sont menacés d'être éliminés en tant qu'entité, c'est l'État d'Israël. Israël est une entité insoutenable compte tenu des circonstances actuelles, et il n'y a aucune raison de croire que les circonstances vont changer en faveur d'Israël. Ils ne peuvent pas vaincre le Hamas, ils ne peuvent pas vaincre le Hezbollah, et s'ils essaient d'attaquer l'Iran, ils seront éliminés. Oui, et je pense que tous ces aspects sont essentiels à prendre en compte, étant donné la situation actuelle au Liban. Il y a une réalité particulièrement marquante. Tu as évoqué le fait qu'Israël vit par l'épée et meurt par l'épée. J'ai entendu cela de ta part, et je trouve intéressant qu'un an après avoir lancé cette campagne génocidaire à Gaza, qui, comme tu l'as indiqué, n'a pas vraiment atteint ses objectifs annoncés concernant le Hamas et la résistance palestinienne, un bourbier encore plus vaste semble se profiler, très semblable, je crois, à ta comparaison avec le Vietnam. Ils font maintenant face à une force de guérilla plus puissante, mieux organisée et mieux équipée, qui possède également une influence politique. Je voulais aborder ce point, Scott,
car le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis perçoivent l'invasion terrestre d'Israël et sa campagne générale au Liban comme une opportunité de déloger et de renverser le Hezbollah au Liban, autrement dit, de changer de régime. J'aimerais donc te poser la question, dans le contexte de ce que tu mentionnais sur l'expansion du champ de conflit par Israël, mais en le faisant depuis une position désavantageuse. Je suis curieux d'entendre ton avis sur cela. Eh bien, c'est intéressant de constater que l'un des mouvements que considère Israël en ce moment dans le cadre du déplacement du Hezbollah est de redonner vie à ce qui était appelé l'armée libanaise du Sud, SLA. Israël a créé cela après son invasion en 1982 et son occupation du sud du Liban. Ils ont créé l'armée libanaise du Sud, et c'était un groupe horrible de musulmans et de chrétiens mécontents qui ont violé, pillé, tué. Ils n'avaient aucun soutien, et le Hezbollah les a vaincus et a chassé Israël en 2000. Ensuite, la SLA a cessé d'exister. Mais Israël revient à ce modèle, ce qui signifie que c'est tout ce qu'ils connaissent. Les États-Unis ont une politique qui considère le Hezbollah comme une organisation terroriste, et nous essayons depuis un certain temps, en imposant des sanctions qui ciblent le Liban, de sanctionner le Hezbollah pour le séparer du corps politique libanais. Mais cela n'a pas fonctionné. Le Hezbollah est devenu un parti politique viable, l'une des forces politiques les plus puissantes au Liban. Il fait partie du gouvernement libanais. Ce que nous disons, c'est que lorsque nous disons que nous voulons pousser le Hezbollah à la marge, nous déclarons la guerre au Liban. C'est la différence. Dans le passé, lorsque Israël a occupé le Liban, le Hezbollah n'était pas considéré comme une extension du Liban. Le Hezbollah était un groupe de résistance, principalement dans le sud du Liban, mais il était en opposition avec le gouvernement libanais et d'autres milices, comme la milice Amal. Le Hezbollah en est dérivé, mais il y a eu des affrontements. Les Arabes sunnites, les Druzes, les chrétiens, tous s'opposaient au Hezbollah, et beaucoup d'entre eux collaboraient avec les Israéliens pour s'attaquer au Hezbollah ou aux chiites. Aujourd'hui, la dynamique a changé. Avant qu'Israël n'entre au sud du Liban, diverses factions ont clairement indiqué qu'elles se tenaient aux côtés du Hezbollah parce qu'elles se tenaient aux côtés du Liban, et elles considéraient le Hezbollah comme partie intégrante du Liban. Ce que nous essayons de faire, c'est de recréer les années 1980 et 1990 au Liban. Nous essayons de revenir à une époque où nous avions de l'influence, où nous avions des leviers que nous pouvions contrôler. Mais je pense que le Liban a évolué depuis. Je pense qu'il est erroné de croire que le Liban va revenir aux divisions qui existaient et qui pouvaient être exploitées, que nous avons exploitées dans les années 1980 et 1990. Je pense que le Hezbollah fait maintenant partie du Liban et que l'on ne peut pas séparer les deux sans détruire le Liban. Ce qui se passe ici, c'est que ce bombardement du Liban est la répétition d'un schéma. J'espère ne pas mal prononcer le nom de cette région de Beyrouth. Je ne sais pas si tu as déjà vu le mème où j'ai eu du mal à prononcer le nom de Bab el-Mandeb. Je m'en souviens, c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur cette émission. C'est drôle, parce qu'ils ont montré ce mème qui était hilarant, car ils montraient comment je le prononçais mal, puis finalement je l'ai dit correctement. Et ils étaient cela, waouh, ouais, je sais que je vais mal prononcer le nom, et je ne veux pas être humoristique ici, mais parfois, il faut avoir de l'humour, sinon on devient déprimé. Parce que ce qui arrive au Liban est déprimant. J'ai des amis là-bas, tout le monde en a, mais j'ai rencontré cette famille qui est venue à New York en juin. Et c'était une famille merveilleuse. Ils avaient prévu de venir à New York pour participer à cette manifestation. Ils avaient tout organisé, acheté des billets, et ils ont volé vers New York, mais en arrivant, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de manifestation. La femme, qui est une personne formidable, a demandé à son mari ce qui se passait, et elle a contacté moi à travers Jeff Norman, mon co-hôte. Je suis allé les rencontrer à New York, et j'ai passé un excellent déjeuner avec eux.
C'étaient des gens fantastiques, vraiment le type de personnes que j'apprécie. Ils vivent à Beyrouth, et chaque jour, j'entends des bombardements, et je leur envoie un message pour m'assurer qu'ils vont bien, parce que je m'inquiète beaucoup pour eux. Je sais que beaucoup de gens ont des proches là-bas, et sont très inquiets, et malheureusement, des milliers d'entre eux ont déjà perdu la vie, et des milliers d'autres vont mourir, car Israël se moque éperdument de ces gens. Israël mène une politique de punition collective, et ils savent qu'ils vont s'en tirer, car ils ont déjà massacré des Palestiniens, commis un génocide, et ils s'en sont sortis sans conséquence. Israël se concentre maintenant sur le bombardement du Liban dans l'objectif d'infliger tellement de douleur aux Libanais qu'ils se soulèvent et rejettent le Hezbollah. Mais j'ai l'impression que cela va se retourner contre eux, que le peuple ne va pas se soulever contre le Hezbollah, car ils considèrent le Hezbollah comme une partie intégrante du tissu social et politique libanais. Cela ne fera que renforcer la détermination des Libanais contre Israël et contre les États-Unis. C'est un pari horrible de la part des États-Unis d'utiliser le génocide israélien, car c'est le génocide du peuple libanais. Les États-Unis se sont attachés à cette politique, car nous pensons qu'à travers ce génocide, nous pouvons atteindre un objectif politique vis-à-vis du Hezbollah. C'est une réalité écœurante de la politique américaine. Tout le monde dit qu'ils savent cela sur l'Amérique, et nous devrions le savoir, car nous l'avons fait en Irak, où nous avons tué des millions, nous l'avons fait en Afghanistan, où nous avons tué des millions. Nous ne nous soucions pas, et nous le ferons encore au Liban, soit directement avec nos propres bombes, soit indirectement en utilisant Israël comme un mandataire. Nous tuerons autant que nécessaire pour atteindre cet objectif. Nous ne pleurons pas sur des Arabes morts, nous ne pleurons pas sur des gens de couleur. C'est une dure réalité, même si je dois dire que cette famille était plus blanche que moi. Donc, quand je dis mort de couleur, c'est juste stupide. Nous ne savons même pas de quoi nous parlons quand nous évoquons les Arabes et les Libanais, et la merveilleuse diversité de la région. C'est ce qui rend le Liban si beau, cette diversité, ce mélange de cultures et de peuples méditerranéens. Et maintenant, ils sont bombardés par un maniaque génocidaire rempli de haine nommé Benjamin Netanyahou, et il est soutenu dans cela par des Américains ignorants qui sont tellement indifférents à la souffrance arabe qu'ils sont prêts à laisser Israël commettre un génocide contre le peuple libanais pour atteindre un objectif inatteignable vis-à-vis du Hezbollah. Cela ne fonctionnera pas. L'Amérique échouera dans cette entreprise, comme elle a échoué dans tout le reste. Je lance un défi à quiconque. Si vous voyez une réponse à cela, mettez-la en avant. J'aimerais l'entendre. Je mets au défi quiconque dans ton audience de me dire une seule chose que l'Amérique a faite depuis la fin de la guerre froide, qui ait été bénéfique pour l'humanité. Une initiative politique, parce que tout ce que je vois, c'est nous bombardant la Serbie, élargissant l'OTAN, renversant Mouammar Kadhafi et permettant à la Libye de s'effondrer, menant une guerre d'agression illégale contre l'Irak et Saddam Hussein. Je mets au défi quiconque de me donner une seule chose, juste une, que l'Amérique a faite qui prouve qu'elle se soucie du monde. Nous ne faisons que provoquer la mort et la destruction. Nous sommes devenus littéralement le paria mondial, nous sommes la pire nation au monde en ce qui concerne le traitement des autres pays. Ce n'est pas seulement pour les gros sujets, que disons-nous du Congo? Que dire du cobalt et de tous les autres minéraux rares extraits du sol congolais par des enfants qui se précipitent là-bas avec leurs mains, empoisonnant leur corps et mourant d'une mort misérable, avec une espérance de vie réduite? Que dire des millions de Congolais qui ont péri dans les combats en cours, que nous facilitons parce que nous voulons ce genre de chaos pour accéder à ces matériaux nécessaires pour nos téléphones portables? C'est ce qu'Amérique a fait, c'est notre réalité. Nous n'avons rien fait de bien. Tout ce que nous avons fait est mauvais, et je déteste dire cela en tant qu'Américain, mais c'est la vérité. Il n'y a pas une seule initiative de politique étrangère que nous avons entreprise qui ait été faite pour le bénéfice de l'humanité.